Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver ici dans le cadre des fictions sciences qui réunissent la Bibliothèque publique d'information, le Centre Pompidou La Parole et puis l'IRCAM. Nous sommes aussi dans le cadre du Festival Manifeste qui se résume peut-être pas à un seul mot, action. C'est un mot qui est propre au cinéma, qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, qui est propre à la musique et qui est propre au corps en mouvement, dont il sera beaucoup question aujourd'hui, et puis également dans 3 jours, pardon, samedi prochain, dans 2 jours, samedi prochain, avec Thierry Demey. Voilà, Céline Lausanne a concocté un plateau. Peut-être pour lancer les choses, je voudrais contrephrasé plutôt que paraphraser Spinoza. Chacun sait ce que peut un corps, mais peut-être on ne le pratique pas tant que ça. Et puis, autre chose que m'inspire le titre, virtuosité, c'est parfois un mot qui est un tout petit peu en contrephase par rapport au contemporain. La modernité, ce sont des tours de force. Le contemporain, c'est parfois une forme de déceptivité, de détournement, de déconstruction, où la question de la virtuosité vient à manquer. Voilà, je vous souhaite c'est une suggestion qui n'est pas complètement réactionnaire. Je vous souhaite un très bon débat, une très belle rencontre. Le principe des fictions sciences, c'est aussi qu'il y a un échange, qui est même un élément participatif qui va se faire dans le cours de la rencontre. Bonne soirée. Merci Franck pour cette amorce et bonsoir. Merci à tous de votre présence pour cette nouvelle rencontre du cycle Fiction Sciences. Alors ce soir, nous sommes réunis tous pour explorer la danse au croisement des arts, de la philosophie et des sciences, et nous questionner sur ce qu'est la danse finalement comme art et comme phénomène. Quelles sont ses intrications fécondes avec les sciences et techniques? Que peuvent-elles nous dire sur la nature de la danse finalement et sur ce qui confère la beauté du mouvement? Comment quantifier ce qu'on appelle la virtuosité? Et réciproquement, comment la danse s'imprègne des sciences pour amplifier la créativité? Et comment les technologies numériques peuvent s'y hybrider pour réinventer l'art chorégraphique? La danse qui se vit comme une expérience intime et intérieure d'extase et qui s'observe comme une sorte d'invariant anthropologique a été finalement peu étudiée à travers l'histoire. Si quelques philosophes, d'Aristote à Paul Valéry, ont effleuré cet art sans vraiment le décortiquer, nous avons ici l'honneur de profiter de l'expertise de 3 amoureux de la danse, qui la créent, qui l'étudient et l'examinent avec passion et dévotion. J'ai le plaisir d'accueillir Sarah Abdili Alaoui. Bonsoir. Vous êtes danseuse, chorégraphe et professeure-chercheuse en interaction humain-machine au Creative Computing Institute de l'Université des Arts de Londres et professeur associé au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique à Paris-Saclay. C'est tout bon? Oui. Lise Santoro, bonsoir. Vous êtes danseuse et chorégraphe également, et vous, neuroscientifique de formation. Vous nous expliquerez un peu plus tard de quoi il s'agit. Vous collaborez avec le chorégraphe Pierre Godard, avec qui vous avez cofondé une compagnie qui s'appelle Le Principe d'Incertitude, où vous travaillez notamment, entre autres, sur la composition générative d'objets chorégraphiques. Et je précise, toutes les deux, vous avez ce profil dual où vous hybridez art et sciences, chorégraphie, danse, art numérique et sciences, neurosciences et physique pour créer de nouvelles manières d'écrire et de performer la danse. Et enfin, avec nous, Alexandre Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et philosophe, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, qu'on ne présente plus, auteur d'une vingtaine d'essais et de romans. Et vous publiez dernièrement La danse, philosophie du corps en mouvement, paru chez Alary Éditions. Une enquête que vous avez eu le privilège de mener dans les arcanes de l'Opéra Garnier, en interaction directe avec 2 danseurs étoiles. Donc vous nous expliquerez un peu les intentions et objectifs de cette enquête. Mais pour ouvrir cette conversation, j'aimerais vous montrer déjà un visuel. J'aimerais qu'on aborde cette dimension Deux petites secondes. Il n'y a pas un CTRL F ou quelque chose comme ça? C'est bon. J'ai évoqué la danse est un art primaire, voire archaïque.
Et j'aimerais qu'on aborde cette dimension universelle et finalement ancestrale de la danse. Il s'agit là, ce qu'on est en train d'observer, une reproduction de 3 figures gravées dans une sorte de bol en pierre qu'on a retrouvé dans le sud-est de la Turquie, qui est daté de 7000 avant notre ère. Et on peut y voir sur le schéma 3 figures qui ont l'air de danser. Alors, Alexandre Lacroix, bien qu'il soit délicat de donner une interprétation rigoureuse et réaliste de cet artefact, cela suggère en tout cas que la danse, l'expression de la danse, est quelque chose d'assez consubstantiel à l'humain et assez primitif finalement. Primitif, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est la littérature ethnographique nous enseigne que nous ne connaissons pas de société humaine ni de culture humaine sans danse. Et qu'il y a des danses partout où on est allé dans le monde à la découverte des cultures différentes de la nôtre. La question qui se pose ensuite, c'est de savoir quand est-ce que la danse a commencé. Et sur les traces archéologiques de la danse, là, il y a débat. C'est-à-dire qu'on a peu de certitudes, ou plutôt, il y a un certain consensus sur certaines traces archéologiques qui remontent au néolithique. Donc le néolithique, c'est jusqu'au 8e millénaire avant Jésus-Christ. Et l'image que vous voyez qui vient du site turc, c'est bien une image où on voit des figures qui semblent être des officiantes. Là, je dirais que ça pose pas tellement de problème aux archéologues de se dire qu'on a affaire à une représentation de la danse. La roche de la Linde, on est donc cette fois-ci au Paléolithique, 16 000 ans avant Jésus-Christ. C'est beaucoup plus énigmatique. Si vous discernez bien, je ne sais pas s'il faut... il y a quelques incises de bustes féminins avec les fesses en arrière. Certains y voient... On pourrait y voir des esquisses de nus, si on se réfère à l'art moderne. Certains archéologues y voient, là aussi, des danseuses. Ça devient beaucoup plus spéculatif. Il y a une autre manière de s'emparer de ce problème des origines de la danse, qui est de s'intéresser à l'origine des instruments de musique. En fait, les instruments de musique les plus anciens qu'on connaisse ont 37 000 ans. Or, ce qu'on sait, c'est que la séparation de la musique et de la danse est quelque chose d'assez récent. En réalité, la position du spectateur de concert de la modernité ou d'aujourd'hui, qui est assis et qui écoute, on va dire, de manière concentrée, quasiment religieuse, mais dans une immobilité totale, ce qu'on lui présente comme musique, c'est une position assez récente si on se réfère à l'histoire d'Homo sapiens. Et donc, il est légitime de supposer, bien que je n'ai rien pour vous le prouver, il est légitime de supposer que puisqu'il y avait des racloirs en os de renne, des tambours, des instruments de percussion il y a 37 000 ans, il y avait danse. Et peut-être même y avait-il danse encore auparavant, puisqu'il suffit de battements de main. En fait, il suffit d'un rythme, d'indiquer un rythme pour que la danse soit possible. Alors, pourquoi j'insiste un petit peu sur ces éléments qui sont spéculatifs, qui sont lacunaires, qui sont disséminés? On touche à un art de l'éphémère qui laisse peu de traces archéologiques. Eh bien... j'y insiste parce que ça nous amène à donner à la danse, à l'art de la danse, une certaine profondeur historique, peut-être plus grande que l'art pariétal. En fait, on est très ému quand on découvre les grottes de Lascaux, quand on découvre des fresques, des grottes enluminées qui ont 20 000 ans. Il est quand même légitime de penser que le chant et la danse étaient antérieurs, en tant que ce sont des arts qui reposent simplement sur l'expressivité intrinsèque du corps. Et ça signifie qu'il y a très longtemps, il n'y avait peut-être pas des maîtres de ballet, mais qu'il y avait déjà des transmissions de la danse. Parce que partout on est allé étudier la danse, par exemple chez les Kaluli, sur les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée, qui étaient des peuples sans contact avec les civilisations extérieures, on est allé à leur rencontre dans les années 50. Le contact se fait avec l'Occident juste dans l'immédiate après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on voit des danses, on les appelle les hommes-oiseaux, très complexes. Donc ça veut dire qu'il y a transmission de certains mouvements, qu'il y a des formes d'excellence, qu'il y a des gens qui excellent dans la danse et d'autres pas. En fait, comme l'art pariétal, on n'est pas dans des mouvements, je dirais, improvisés, comme ceux d'un enfant de 3 ans à qui on met une musique. On est dans une élaboration du rythme et de la danse qui est très poussée. Donc c'est pour ça que le mot primitif, je ne sais pas s'il s'applique, en tout cas, il est intéressant de penser la danse comme l'un des arts les plus anciens de l'histoire ou de l'aventure humaine. Merci pour votre éclairage, Alexandre Lacroix. Vous évoquiez la danse qui peut s'exprimer spontanément et naturellement chez l'enfant. Sarah, vous qui dansez depuis toute petite, depuis l'âge de 5 ans, je crois, comment la danse est invitée vraiment à l'aube de votre existence, vous qui avez ce parcours dual?
je pense que Lise aussi, oui. à mon avis, danse depuis l'enfance. Je dirais que la danse, au départ, c'était plus un apprentissage, en fait, en tant qu'enfant. De mon côté, c'était l'expérience d'apprendre une forme donnée, de l'incorporer, de grandir, et le corps grandit aussi avec cette forme-là, et donc de donner existence à une forme donnée et de l'incorporer. Voilà. Lise, peut-être tu veux rajouter quelque chose par rapport Oui, Lise aussi, il faut préciser que vous avez appris la danse à l'âge de 3 ans, c'est ça, oui. La danse classique. Oui. Oui, pareil que Sarah, c'était... je racontais une petite anecdote, mais c'est un peu... Les petites filles, on les met dans les cours de danse classique, c'est un peu les clichés. Il y avait une école de danse à côté de chez moi, où à partir de 2 ans, j'ai monté avec mes parents. J'étais scotchée, fixée à regarder les filles dansant. Et puis après, dès que je peux, je suis rentrée dans le studio avec eux. Et après un moment, il y a un âge où on commence à faire d'autres choses, où on commence à faire du sport, ou s'intéresser au piano, faire d'autres activités. La danse devient une activité qui est un peu plus, voilà, pour les petits, ou une activité qui n'est pas... où on se vise vers un métier, vers une fascination. Et je me souviens très bien de cet âge, avant l'adolescence, où j'avais beaucoup de mes copines qui arrêtaient, qui disaient bon, ça m'intéresse plus. Mais je trouvais comment on peut mieux passer nos temps. Pour moi, c'était une nécessité. J'ai trouvé ça la chose la plus importante. Voilà, une curiosité, de donner une technique à suivre, le professeur, une exigence énorme. Et je me souviens très bien, j'ai commencé à poser des questions autour de moi des copines en disant mais vous arrêtez, pourquoi vous arrêtez Parce qu'il faut faire un choix souvent, ouais, justement professionnel. Et la plupart, ils m'ont dit parce que la prof, elle crie, elle hurle, elle crie quand elle enseigne. Et je me suis dit, un souvenir très fort, je me suis dit, but that's the best part. Ça, c'est le meilleur. Je suis américaine, désolée, je suis en anglais. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est le parce que ça compte. C'est quelque chose qui est. C'était pas qu'elle criait. Ouais. Elle n'a pas crié de manière pour nous gronder, mais elle disait grand battement. Mais tout était trop important. Et je dis, on a réagi avec nos corps. Je me suis dit, c'est génial parce que le reste de la journée, on passe la journée à l'école, assis. Et j'ai bien bossé. J'étais bonne élève, mais pour moi, c'était évident. Ouais, pour toutes les deux, c'était une évidence, mais dans votre cas, il a fallu faire quand même un choix dans les études supérieures, on y reviendra tout à l'heure. Avant de parler justement de la spécificité de vos travaux et voir comment la technologie et la science s'hybrident dans le processus créatif dans la danse, j'aimerais qu'on s'attelle à quelques éléments de définition, et c'est là qu'on entre un peu dans la complexité, parce que finalement, on pourrait dire presque que la danse est un impensé philosophique. S'il y a quelques savants qui se sont arpentés à définir ou caractériser la danse, comme Aristote ou plus récemment Paul Valéry, finalement, on n'a pas vraiment de définition. Même les artistes ont du mal à parler de leur art. Alexandre Lacroix, vous qui avez côtoyé des danseurs étoiles. Oui, en tout cas, les philosophes classiques, c'est-à-dire ceux qui peuvent tomber au bac, il y a une liste officielle, au bulletin officiel d'ailleurs, de 90 philosophes qui peuvent tomber au bac. Dans ce corpus, il y a peut-être, je sais pas, quelques dizaines de pages consacrées à la danse, mais c'est le grand maximum, et ce sont des pages disséminées, peu claires. C'est incroyable quand on voit la place que la danse occupe dans les sociétés humaines. Encore une fois, c'est pour ça que j'insistais sur l'invariant anthropologique, sur le fait que c'est l'un des arts les plus anciens, peut-être le plus ancien, un art vraiment qui appartient à la vie de tout un chacun. Il y a peu d'arts finalement sur lesquels tout le monde a été à la fois spectateur et acteur. D'une manière ou d'une autre, vous vous êtes retrouvés dans un mariage, après quelques verres dans le nez, sur une piste de danse ou dans une boom, à l'époque où il y avait des booms, ou dans un club. Et donc vous avez vécu la danse, tout le monde a vécu de la danse. Elle accompagne les cérémonies religieuses, aussi bien que les fêtes séculières. Donc la danse est là partout, et en philosophie, j'aurais tendance à dire nulle part, en caricaturant un peu. Alors, l'une des questions qui m'a intéressé, c'est de savoir ce qui
caractérise le geste dansé. Et là, on peut rentrer dans des éléments de définition. Si quelqu'un arrive, enfin, si Lise se met debout et marche, Lise marche, vous voyez qu'elle marche. Si elle fait un geste dansé, mais simplement un geste du cou ou du bras, vous verrez que c'est de la danse. Même si vous êtes complètement nul en danse, désolé de vous dire ça comme ça, mais moi, c'est-à-dire, même si vous n'y connaissez rien, que vous n'êtes jamais allé à un ballet, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa gestuelle et que le geste dansé n'est pas un geste du quotidien. Et donc, ça crée une interrogation philosophique. Pourquoi, même en ne connaissant pas cet art, on voit qu'il y a une différence entre les gestes du quotidien et les gestes dansés? Un élément de réponse à cette question est donné par Paul Valéry dans un beau livre qui s'appelle Degas, danse, dessin. Paul Valéry dit que la danse, c'est l'ensemble des mouvements volontaires non finalisés. Alors c'est un peu énigmatique sa formule, il glisse très vite, et pourtant si on la déploie, c'est vraiment intéressant. Les gestes que j'accomplis dans le quotidien, si je ramasse ce stylo, par exemple, c'est un geste finalisé, ça veut dire qu'il a une finalité, il a un but, il est orienté vers un objet dans l'espace qui est son but. Et donc il a une forme d'efficacité ou d'efficience sur le réel. Et c'est un geste volontaire. Alors, il y a des gestes involontaires. Ceux-là ne sont pas les gestes dansés. On élimine les gestes involontaires. Si vous dégringolez une marche, bon, ben voilà, c'est involontaire, mais ce n'est pas un geste dansé. Et les gestes volontaires non finalisés, donc les gestes dansés, c'est quand le geste devient à lui-même sa propre fin. Vous voyez, c'est l'idée que la finalité du geste, c'est le geste lui-même. La beauté du geste, la grâce du geste, ou si ce n'est pas la beauté, l'expressivité du geste, l'émotion que dégage le geste. Et quand quelqu'un se met à faire un geste dont le geste, en fait, c'est comme si le geste était clos sur lui-même, sa finalité étant close en lui. Là, tout d'un coup, vous voyez que c'est très différent, qu'il ne se meut pas dans l'espace comme auparavant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et j'arrête là-dessus, je vois que je suis déjà un peu trop long, mais il se meut parce qu'en fait, les gestes finalisés se dirigent vers un but qui est spatial, mais si le geste est à lui-même sa propre fin, le geste se déploie dans le temps. En fait, il se déploie dans la dimension du temps. Et c'est ça que vous voyez, que tout d'un coup, le geste se déploie dans le temps et pas dans l'espace. Oui, Sarah. Oui, alors c'est intéressant justement de cette définition-là, parce que elle est presque plus valable avec le postmodernisme en danse, puisque dans les années 70 déjà, des chorégraphes comme Yvonne Rainer ont commencé à justement aller à l'encontre de ce genre de considération où c'est le geste pour le geste, ou le mouvement pour le mouvement, for the sake of. Et donc elle a fait par exemple une pièce où l'ensemble de la pièce est déplacé, un ensemble de cartons de droite à gauche, et donc où c'est un mouvement fonctionnel, mais qui est à la base d'une chorégraphie expressive. Et d'ailleurs, on retrouve ça aussi dans un livre qui a été écrit par Noé Soulier, un chorégraphe qui s'est beaucoup intéressé à ce genre de sources chorégraphiques, qu'est-ce qui fait mouvement dansé. Et justement, lui, toutes ces pièces consistent à créer des mouvements qui sont des mouvements en fait à la base fonctionnels. Donc, il a fait une pièce avec des mouvements d'arts martiaux qu'il a transformés en danse. Une autre pièce sur la base de 3 mouvements qui sont, je crois, push, kick et un autre que j'ai plus. Et donc, du coup, l'idée, c'est de sortir de la logique du mouvement qui se nourrit lui-même ou qui est lui-même source de chorégraphique, et de penser l'action comme devenant voilà, matière, quoi. Oui, Alexandre Lacroix. Oui, non, pour répondre rapidement, moi j'ai beaucoup suivi, donc j'ai fait une enquête à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier, où j'ai beaucoup suivi le travail de Matsek, qui est donc un chorégraphe contemporain, qui travaille de la même manière sur le fait d'extraire des gestes de la vie quotidienne, un peu comme ce que vous disiez là, on déplace des cartons, etc. Lui, il va travailler sur des gestes, on va dire, un peu ordinaire, de rajuster sa veste, de passer la main sur la table pour l'épousseter, enfin, des gestes qui paraissent comme ça, de mettre ses lunettes. Et en fait, le simple fait d'extraire le geste de la vie quotidienne et de sa fonctionnalité réelle, c'est-à-dire de son utilité, et de le placer sur la scène, et de le répéter, et de le styliser quand même à travers les répétitions, parce que lors des répétitions, on va travailler et retravailler ce geste, ça donne un certain niveau d'abstraction au geste. Autrement dit, le geste devient symbole. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de tout à fait intéressant, où le geste, à l'origine fonctionnelle, est comme décorrélé de sa fonction, de son utilité première, pour accéder à la dimension de l'abstraction et du symbolique. En fait, ces pièces que vous citez, elles ont l'air
très ancrées dans le réel, et pourtant elles sont incroyablement abstraites, à cause de ce mouvement de symbolisation. Et donc, à mon sens, on reste dans cette idée que le geste, qu'on est entré dans... C'est la différence entre praxis et poésie chez Aristote, hein, c'est-à-dire qu'on est dans la poésie, c'est-à-dire d'un art sans ouvrage, quoi. On est rentré dans quelque chose où on a accès au langage symbolique tout en effectuant des gestes qui ont l'air d'être des gestes du quotidien. Vous parlez, Alexandre Lacroix, de gestes symboliques, comme s'il y avait une codification, une formalisation de la danse, même si elle ne s'écrit pas. En tout cas, on a pu voir que c'est un invariant anthropologique, elle est ritualisée, et au fil des siècles, elle s'est vraiment, pas mathématisée, mais il y a vraiment des normes, des règles esthétiques. Et vous évoquiez Mats Ek, qui est un chorégraphe suédois, et j'aimerais qu'on visualise ensemble cet extrait. Il s'agit de Another Place, une chorégraphie donc signée Mats Ek, qui est un danseur contemporain et chorégraphe, 2022, et on peut y voir Ludmila Pagliero et Stéphane Bullion, que vous connaissez bien, Alexandre Lacroix. Et sur ces images, j'aimerais qu'on explore ensemble ce concept de virtuosité que j'ai évoqué en introduction et qui est dans le titre de cette conversation. Ici, on évoquait les gestes du quotidien, on peut en retrouver, ils sont quelque part dégraissés, essentialisés et stylisés. Est-ce que là, c'est un geste de virtuosité de cette opération qui vise à transformer une scène du quotidien en art, finalement? On prend la parole sur l'extrait. Oui. Pour moi, c'est toujours une grande émotion, hein, de revoir cet extrait, puisque c'est pendant un an, ça durait vraiment 3-4 mois, j'ai suivi toutes les répétitions, ou presque toutes. J'étais là à prendre des notes, et je les ai vus suer sang et eau sous la direction de Mats Ek, qui est très exigeante. Donc, à chaque fois, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, aussi parce que dans un langage qui est un langage qui est complètement non-verbal, cette pièce nous transmet énormément de choses sur le couple, en fait. C'est un couple qui se déchire. Another Place, on ne sait pas s'ils ont déménagé, c'est un appartement, il y a un tapis, une table, et en fait, ils vont se retrouver, se déchirer, s'opposer, se chercher. Et c'est là que c'est intéressant, ces gestes du quotidien. Alors, la question portait sur la virtuosité. En quoi c'est virtuose? D'abord, c'est virtuose parce que c'est 27 minutes sans interruption, avec des moments extrêmement qui portent vraiment sur la puissance musculaire. Là, c'était pas le cas. Des moments beaucoup plus intimistes, beaucoup plus ralentis, des changements de rythme. Sur cette sonate de Liszt, qui est un morceau de virtuosité pianistique, très peu de gens arrivent à jouer en réalité. Donc, ce que dit Mats Ek de cette pièce, et de certaines de ces pièces, c'est que c'est pour des vieux danseurs. C'est-à-dire, ça c'est assez drôle. Il dit c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut faire jeune dans le sens, c'est pas moderne, c'est ça? Non, c'est pas quelque chose qu'on peut faire jeune dans l'explosivité. Il joue pas tellement sur l'explosivité, la souplesse, etc. Il joue sur des nuances. C'est-à-dire que en fait, c'est incroyablement précis et nuancé. Moi, je les ai vus retravailler chacun de ces gestes pendant des heures. C'est-à-dire même ce geste du doigt sur la chaussure, c'est des heures de travail pour qu'il soit comme le chorégraphe le voulait. Et en fait, alors là, il y a quelque chose d'assez suédois, j'allais dire, d'assez protestant. Moi, ce que je notais dans le travail du chorégraphe, c'est qu'il rabotait les mouvements. C'est-à-dire que là, on a des danseurs étoiles de l'opéra qui ont une espèce d'expressivité classique. Et donc, ce qu'ils font, c'est joli. et ils cassaient systématiquement cet aspect joli pour les ramener à quelque chose qui ne cherche pas à séduire, mais qui est essentiel et qui va droit à l'émotion ou droit au sens de ce qui se joue dans ce couple. Pour épurer le mouvement jusqu'à sa racine. Oui, et donc c'est une virtuosité, si vous voulez, qui en met pas plein la vue. Si on voit les 27 minutes, ça en met plein la vue. Mais ça en met pas plein la vue directement. Et pourtant, mais c'est comme l'idée de... qu'il faut énormément de travail pour parvenir à la simplicité.
C'est comme Miles Davis disant pourquoi les gens jouent tant de notes alors qu'il suffit de jouer les plus belles. Il y a quelque chose qui est du même ordre dans la chorégraphie de Matzak. C'est épuré, c'est simple, mais pour arriver là, il a fallu enlever tous les mouvements parasitaires, afférents, etc., pour vraiment se ramener à cette espèce d'essence presque d'une narration, mais lui, il veut jamais donner le sens de ses chorégraphies, donc j'interprète. Mais c'est vrai que ce terme de virtuosité charrie peut-être quelque chose pas de corrompu, mais sur quelque chose de grandiloquent, de très chauffe, alors que finalement la virtuosité réfère à autre chose, ça peut-être quelque chose de plus épuré, de subtil. La virtuosité n'est pas la performance nécessairement. Je pense que la virtuosité veut dire différentes choses selon les contextes, selon les cultures, selon les types de danse dont on parle. Là, on est vraiment dans un contexte de ballet. Et donc, elle veut dire quelque chose de très spécifique dans le ballet. Il y a des normes du ballet, d'un mouvement bien fait, d'une qualité de mouvement qui est plutôt dans la précision, dans la légèreté, même si c'est une légèreté qui est des fois feinte plus que expérimentée. Dans le contemporain, c'est encore autre chose. Et le contemporain, c'est, en tout cas en danse maintenant, il y a très très peu de standards ou de choses qu'on peut lier d'un chorégraphe à un autre ou d'une compagnie à une autre. Vraiment, les langages sont très très différents, les approches sont très très différentes, sont très intrinsèques. Et donc, ça se définit différemment, je dirais, en fonction du vocabulaire qu'on manipule. Et encore une fois, là, on est dans un contexte occidental, dans un contexte de danse qui se met en scène. C'est très, très différent quand on va dans d'autres pays où les danses sont partagées, apprises d'une génération à une autre, où elles sont plus liées à un mode de vie, à des histoires, à un village donné, à un contexte donné, etc. Donc là, la virtuosité, je ne sais même pas si c'est un concept qui est pertinent dans ce contexte-là, autant qu'il l'est quand la danse a été, disons, professionnalisée, qu'elle a été mise en scène, que c'est un métier, etc. Lise, quand on parle de virtuosité, quand on l'associe à la danse, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion un peu d'élitisme qui met une distance entre quelque chose qui est très naturel et humain et quelque chose qui serait intouchable de ma part, je peux parler juste de mon expérience perso, que j'ai vécu ça, j'ai dansé pour une compagnie, j'ai fait de la danse classique, une formation professionnelle jusqu'à rentrer dans une compagnie de classique, de ballet, et il y avait Boston Ballet, voilà. Et pour moi, oui, c'est question de virtuosité, de pratique, de technique, de chercher à toujours... c'était quoi le mot? J'ai demandé que tu utilisais... raboter. Merci, j'ai appris un nouveau mot. J'apprécie beaucoup ça, de chercher, de mettre beaucoup de choses à la poubelle, d'insister. Mais je pense que... personnellement, pour moi, dans mon histoire à moi, dans la forme classique, il y avait une certaine limite que j'ai eue, qui m'a amené... voilà, je peux raconter un peu plus sur mon parcours, mais en faisant maintenant des projets danse expérimentale, on peut dire danse contemporaine, les projets que je fais avec Pierre Godard sont plutôt... on a une nécessité à chaque fois d'inventer et de découvrir une nouvelle virtuosité à chaque fois, sur plusieurs axes, plusieurs niveaux. On a une pièce qui s'appelle Folklore Channel où la phrase chorégraphique est générée à nouveau avant chaque représentation. Donc le spectateur, ils font partie ils assistent à l'intégration physique, somatique de la danse. The Game of Life, donc on peut peut-être parler un peu plus après, mais ces questions pour moi, ça devient une nécessité, une curiosité sans cesse qui me projette à chaque fois de dire what else can we do? Vous comprenez, je pense. Parce qu'il y a un infini de possibilités, des croisements avec d'autres domaines, la science, des domaines sociaux, de croiser d'autres danses, d'autres formes, qui nous
permettent d'être en continu, en invention et découverte de virtuosité. Justement, après, il y a toute une question de virtuosité performative, de comment mettre ça dans un contexte sur scène, dans cette façon on voit le spectacle vivant aujourd'hui. Ça, c'est une autre question, mais en termes de forme lui-même, la forme physique de la danse, c'est plutôt... La stratégie que moi, je déploie actuellement depuis une dizaine d'années, c'est de réinventer les virtuosités à chaque fois. Justement, on va parler un peu de vos démarches respectives. Et Alexandre Lacroix, vous disiez tout à l'heure que la danse a ça de singulier qu'elle ne nécessite pas d'artefacts, d'instruments, d'outils, sinon le corps en lui-même, pour lui-même. Et finalement, la science et les technologies, finalement, sont peut-être une manière de décupler cette manière d'inventer la danse comme un treuil performatif. Et il y a deux axes que j'aimerais explorer avec vous. D'une part, comment une neuroscientifique de formation comme vous, puisque vous avez fait un passage à Harvard pour avoir une formation en neurosciences, à l'époque où les neurosciences faisaient un gros boom, donc ça vous a beaucoup stimulé et ça a beaucoup infusé votre manière de penser et traduire la danse. Comment les sciences abreuvent et irriguent les chorégraphes, d'une part, et d'autre part, comment des danseurs chorégraphes appréhendent la technologie, le numérique, via des capteurs, des interfaces homme-machine, pour inventer de nouvelles grammaires. Donc on commence par qui, Sarah ou Lise, parce que c'est des démarches complémentaires, mais qui sont quand même un peu différentes l'une de l'autre. Sarah ? Oui, allez. Okay. C'est une large question. Je peux parler de mon parcours, mais il y a aussi une histoire quand même qui précède déjà mon travail à l'interface des interactions humain-machine ou de la technologie et de la danse. Donc il y a eu déjà des expérimentations très très connues dans les années 60, au tout début des ordinateurs, où on commençait déjà à s'intéresser à qu'est-ce que le corps dansant, comment on peut l'outiller justement avec des technologies dans le temps pas si numérique que ça. Et comment est-ce que ce corps-là peut produire, on peut passer à la comment est-ce que ce corps-là peut produire du son, des images, comment est-ce qu'on peut l'augmenter, et il y a même un terme pour ça qui s'appelle la danse augmentée, un peu comme un parallèle à ce qu'on appelle maintenant la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Donc c'est un corps qu'on peut outiller et qui peut tout d'un coup être source justement de différents médiums sur scène, en interaction en temps réel, etc. Donc ça, par exemple, c'est les expérimentations, les EAT, les 9 Evenings, ça s'appelait. Et donc on voit quelle période là? Juste pour donc 1966. Ouais, donc déjà on voit. Oui. Donc les ordinateurs, c'est un peu toutes ces machines énormes qui sont là, et donc on voit des ingénieurs, on les voit bien en costume, justement, qui programment en fait en temps réel des retours sonores, des retours visuels en fonction de ce que les danseurs derrière, donc là on peut voir Merce Cunningham, font. Et ces expérimentations-là, elles ont différentes valeurs, et jusqu'à présent, il y a différentes approches possibles de penser à ce corps dansé instrumenté. Soit pour la création, donc la scène, comment rendre la scène numérique, interactive, comment utiliser les technologies pour produire des scénographies nouvelles, voire même produire des matières chorégraphiques nouvelles, comment stimuler en fait la créativité chorégraphique avec actuellement par exemple beaucoup d'exemples qui utilisent les intelligences artificielles et la générativité et les modèles profonds, ce qu'on appelle les modèles profonds, pour apprendre des vocabulaires donnés et puis régénérer des nouveaux vocabulaires à partir de vocabulaires donnés. Donc ça, c'est tout un tas de technologies et d'approches qui consistent vraiment à utiliser les technologies sur scène pour augmenter la danse, augmenter les capacités, augmenter la créativité sur scène. Évidemment, c'est pas les seuls. On sait très bien que les technologies numériques actuellement sont vraiment très, très présentes un peu partout. Donc, il y a eu beaucoup d'autres expérimentations faites, dont mon propre travail, mais aussi le travail de pas mal de mes collègues, pour penser les technologies numériques à des fins d'archives. Donc, pour ça, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qu'on archive, qu'est-ce qu'on garde du mouvement, qu'est-ce qui fait le mouvement danser, qu'est-ce qu'on analyse,
comme une qualité de mouvement dansé, et du coup comment on représente ça aussi, comment on le transmet, etc. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la littérature que je pourrais montrer. Et de mon côté, je me suis intéressée à peu près à tous ces cas d'application. Avant de montrer peut-être RCE, je continue juste sur... je me suis intéressée au tout départ à la notion de qualité de mouvement et justement, non pas qualité comme évaluation d'un mouvement, mais plutôt qualité comme l'aspect qualitatif qui est donné à un mouvement donné. Comment est-ce que ce mouvement est défini par les créateurs qui l'ont créé, et donc vraiment regarder la façon dont un mouvement est performé et si une machine est capable d'analyser, de capturer, d'analyser, de représenter ce genre de choses. Dans le temps déjà, je pense, comme mon travail était très très inscrit dans la danse contemporaine, je crois que la danse contemporaine en particulier, elle résiste beaucoup à cette notion de virtuosité, d'évaluation, un mouvement correct, pas correct, un mouvement de qualité ou pas de qualité, plutôt s'intéresse à comment on le définit, comment on le performe et qu'est-ce qu'on donne à voir, quelle est l'histoire d'une certaine manière derrière ce mouvement-là. Donc c'était ça le sujet de mes travaux de thèse dans le temps, entre 2009 et 2012. Est-ce que quelque chose d'aussi subjectif, d'aussi qualitatif dans le corps, sachant que le corps est très complexe et qu'il se passe beaucoup de choses quand on danse, est-ce qu'on arrive à le caractériser de manière numérique avec un ordinateur ? Et puis ensuite, je me suis intéressée à justement des langages beaucoup plus codifiés, puisqu'il en existe, Laban et Bénèche, que tu dois connaître, par exemple. Est-ce qu'il y a des standards avec lesquels on peut voir un mouvement et pouvoir caractériser ce mouvement-là d'un point de vue de l'espace, de ce qu'on appelle les efforts, grosso modo les qualités, de la forme de ce mouvement ou de la partie du corps qui le performe. Et donc il y a des systèmes actuels existants qui ont tenté, en tout cas historiquement, de vraiment faire une description exhaustive de ce qui se passe dans le corps d'un point de vue qualitatif, mais aussi précis, ce qui se passe et comment le décrire et comment utiliser le langage et des symboles visuels pour le faire. Donc je me suis intéressée également à ça dans mes recherches. Et puis à la suite, j'ai commencé à explorer plus l'intégration des technologies dans des cas très spécifiques de création chorégraphique, soit où je collaborais avec d'autres chorégraphes ou que je créais moi-même. Et RCO, donc, qu'on va montrer un des exemples. Et l'idée, c'est de réfléchir à ce que la technologie devienne un médium expressif sur scène. On peut jouer RCO aussi. Je vais parler un tout petit peu dessus pour expliquer le contexte. C'est une pièce donc participative où les personnes du public vont se rentrer dans une application sur leur téléphone mobile en ligne et recevoir tout un tas d'instructions, de choses à faire, de mouvements à effectuer, de petites danses à faire avec leur téléphone mobile. En fonction de ça, ils vont être en interaction où se déploie en fait la pièce avec les danseurs. En fonction de ça, les danseurs réagissent à ce qu'ils font. En fonction de ça, la partition en fait se déploie dans le temps. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, l'homme danse avec la machine en harmonie, même s'il y a de l'aléa, ça génère... Oui, en tout cas, l'idée, c'était d'utiliser les technologies mobiles, qui sont des technologies très ubiquitaires, pour vraiment pousser le public à la participation, les amener à être partie prenante de la danse. Et donc là, on est vraiment dans un contexte où on considère que tout est danse, et donc on n'est pas dans un contexte de virtuosité, on n'a pas besoin d'être justement danseuse étoile pour participer à la pièce. Donc c'est un peu à l'encontre de la thématique d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est que des gestes spontanés deviennent mouvements et de manière collective aussi, même si ça paraît un peu incongru. Oui, tout à fait. Donc le public est amené à faire des choses qu'il ne ferait pas, notamment porter un danseur, ou on leur demande de se rapprocher les uns des autres. C'était avant le Covid, donc à un moment donné, on
les danseurs les transportent jusqu'au centre de la scène et puis font un monticule de personnes au milieu de la scène. Et la pièce se finit comme ça. Et donc, en fait, l'utilisation du téléphone mobile, c'était juste un moyen d'amener les personnes à être actifs et à oser avoir une position dans un contexte social qu'on ne prend pas habituellement, qui est la position du danseur, que le danseur s'octroie en fait. Et vous évoquez les sensations internes du corps en mouvement. Là, j'imagine que le public doit découvrir des sensations un peu inédites. Je ne sais pas si vous avez des feedbacks. Oui, donc on a fait une étude, d'observation du public, et puis j'ai fait tout un tas d'interviews, etc. Ça a été une pièce vraiment très générative d'un point de vue de la recherche, mais aussi d'un point de vue niveau fondamental. Voilà, pour comprendre un peu ce qui se passe pour un public qui ne se définit pas en tant que danseur quand il est pris au piège de cette situation RCO. Et effectivement, les différents retours que nous ont donnés les personnes du public, c'était je me suis sentie pris au piège, je voulais pas être un voyeur, j'avais l'impression qu'il fallait absolument que j'interagisse avec ma machine, mon téléphone portable, que je prenne part à la danse, je suis pas danseur, je suis pas entraînée à la danse, etc. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et c'est aussi très culturel, je pense. Puisque, par exemple, et justement, ça fait écho à ce que tu disais par rapport au fait que la danse soit intrinsèquement une activité humaine d'une certaine manière primaire. Dans certaines donc, cultures, on considère que tout le monde doit danser. On considère que danser est vraiment quelque chose qu'on fait en famille, qu'on fait dans les mariages, etc. Dans certaines cultures, il n'y a personne qui est payé pour être sur scène, pour danser en face d'un public. Mais de ce fait, en France, par exemple dans le monde occidental, on va souvent considérer que la danse n'est pas une action qui nous est propre, en tant qu'être humain, mais que c'est un art qui a besoin nécessairement d'être fait par des personnes entraînées, etc. C'est le cas pour certaines formes, mais il est aussi possible de s'exprimer et de faire geste dansé sans nécessairement la virtuosité qui va avec la danse. Et donc RCO, c'était une invitation à ça. Et le public, effectivement, part d'une position presque de peur au départ de la pièce, à une position de se réapproprier cette créativité-là et à oser devenir en fait partie prenante de la pièce. Et à la fin, ça devient une espèce de mélange de personnes, d'euphorie collective. C'est à peu près à chaque fois qu'on l'a joué, ça s'est fait comme ça, d'euphorie collective où tout le monde commence à danser les uns avec les autres, à se prendre dans les bras, etc. Mais s'émanciper de la machine finalement. Voilà, et s'émanciper un petit peu de la machine et s'émanciper aussi de la place qu'on se pense avoir dans la société et aussi dans un spectacle vivant. Merci en tout cas. Donc à présent, on va passer un peu aux travaux pratiques et je vais inviter des gens dans le public à venir tester l'expérience RCO. S'il y a des volontaires, sinon je les désigne de manière très arbitraire. Donc Sarah, vous avez dit qu'on se sent captif et piégé, mais j'imagine que c'est pas du tout ça. C'est très libérateur et extatique comme expérience. Oui. Bon alors à 3 personnes sur scène, je sais pas à quel point est-ce que on se sentira. Bon, Ah monsieur là-bas, vous êtes volontaire. Il y a une personne volontaire qui vient de. Ah super. Les téméraires. Les téméraires. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez votre téléphone portable avec vous? Oui. Est-ce que c'est possible de mettre l'adresse? Elle est juste après. Ah, oui. Pardon. Donc il suffit d'avoir la Wi-Fi. Voilà, sur votre téléphone, allez simplement sur cette adresse. Il y a une Wi-Fi. En tout cas, le Wi-Fi est disponible dans la salle, est fonctionnel. Venez. 2 personnes, ça suffira? Oui. Ou aussi, on peut aussi solliciter Alexandre, peut-être. Non, il ne peut pas être partout. Il est pas... Je vous en prie. Donc, allez-y, scannez le QR code. Ouais.
En tout cas, ce qui est intéressant dans votre enquête, Alexandre Lacroix, vous parlez de proprioception, qui est l'ensemble des sensations qu'on ressent dans le corps. Et je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de danser avec des machines, mais on peut se dire que pour un esprit humain, c'est aussi, ça bouleverse un peu cette expérience de danse qui ne dépend pas d'interaction et d'instruments. On verra ce que peuvent nous en dire nos cobayes, mais... Oui, on va voir ce qui va se passer. Ce qui est astucieux, c'est que en fait, les écrans nous conduisent à une forme d'immobilité, nous autres humains. C'est-à-dire qu'on passe un temps incroyable de notre vie éveillée sur écran, assis, ou presque désactivé physiquement, à cause de l'hypnotisme que dégagent nos smartphones, nos Netflix, nos messageries. Bien qu'ils soient embarqués, maintenant on parle de capteurs embarqués dans nos... Oui, mais quand même, monitoring. je veux dire, on est en train un peu de perdre collectivement notre corps, tellement on est happé par les écrans. Et se servir de l'écran pour ramener à la danse, je trouve ça très astucieux. Une forme de reprendre un peu de contrôle dans ce dialogue humain-machine. Alors nous, on ne peut pas voir ce qui se passe sur vos écrans. Mais peut-être que Sarah, vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce qui se passe sur scène. Alors, sur l'écran, donc là, ils sont en train de... Prenez le micro. Ah oui. Il faut juste prendre photo. Je sais pas. Il faut le scanner. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas sur photo. Est-ce que... Moi, j'ai plus de Wi-Fi. Ah, il y a un petit problème de Wi-Fi. Si la démo ne marche pas, on peut peut-être... Ah, la 4G, j'ai... Ah, c'est bon. Ah. Ça semble fonctionner. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Le public devinera ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Donc nous avons 4 danseurs en puissance qui évoluent sur scène. De mon point de vue, ça reste encore un peu cryptique. Ah bon, désolé. Bon, oula, ça va être dangereux. Ne vous mettez pas en danger. Je sais pas. Il n'y a pas d'internet, je crois. Bon, apparemment, on a vraiment un problème de connexion qui nous empêche malheureusement de faire la démo comme on aurait espéré le faire. Il y a déjà 2 personnes Ah, mais qui pour... sont en train de la faire. Ah, bah alors ça marche. Il y a des privilégiés sur scène. Peut-être, Sarah, vous pouvez nous expliquer un peu ce que nos danseurs en arbre sont en train de faire? Alors, ils sont en train de recevoir des instructions qui les font danser, tout simplement. Donc, normalement, il y aurait d'autres danseurs avec lesquels ils interagissent, toute une scénographie, etc. Mais là, c'est vraiment juste une démo. Après, tu fais quoi? Voilà. Ah oui, quand même. Je vais laisser ça jouer un petit moment.
Est-ce que le son a une importance ici? Non, c'est vraiment juste pour faire bouger. Bravo, on peut les applaudir pour leur audace. On peut arrêter là. C'était... Oui, là, il y avait Porter Sarah. Ah oui, mais ça m'arrange. C'est en boucle. Non, c'est pas. Il y a tout un tas d'instructions que je peux rajouter. En tout cas, ça, c'est un peu une version décontextualisée de RCO. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. C'est une version un peu décontextualisée puisque c'est un spectacle donc qui se passe avec 4 ou 6 ou 8 danseurs et où tout le public est à l'intérieur avec leur téléphone portable. Donc il n'y a pas de public qui est en train de regarder un autre public qui est en train de... Tout le monde bouge. Tout le monde bouge et tout le monde a la même information plus ou moins. Et puis c'est juste pour vous donner le type d'instruction ou de... en fait, c'est des phrases chorégraphiques qu'on leur envoie et qu'on leur demande donc de faire avec les danseurs. Évidemment, les danseurs ont des choses beaucoup plus élaborées à faire sur scène, mais sont en dialogue avec le public lorsqu'ils reçoivent toutes ces phrases-là et toutes ces instructions-là et lorsqu'ils les performent avec les danseurs. Donc là, vous n'avez pas vu ce qu'ils ont reçu, mais ils ont reçu faites 7 pas à reculons, 12 pas en zigzagant, dessiner l'espace, et puis ils ont reçu cette espèce de petit programme qui sonifie en fait avec les petits capteurs qu'il y a dans le téléphone, le mouvement qu'ils font dans l'espace, avec une petite sinusoïde toute simple. Dessinés dans l'espace, donc ensuite on leur demande de porter un des danseurs, etc., etc. Et donc ils doivent se collaborer ensemble pour mettre en place toutes les conditions et les contraintes chorégraphiques pour que la pièce ait lieu. Voilà. Merci beaucoup Sarah Dili Alaoui pour cette démonstration qui permet justement d'inviter des non-danseurs à danser finalement grâce à la machine et évidemment à se connecter aux autres corps qui évoluent en même temps que soi. Lise Santoro, vous aussi, vous avez développé une application, The Game of Life, donc le jeu de la vie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le concept avant de passer à la pratique? Et là, il n'y a pas besoin de bouger trop, je crois. Peut-être je peux expliquer le jeu dont tu parles. Je parle d'abord peut-être de la création. Oui, peut-être. Donc avec Pierre, on a créé une pièce qui s'appelle The Game of Life, qui était une collaboration entre notre compagnie et l'Instant Donné, un ensemble musical basé ici, avec aussi le compositeur Pierre-Yves Massé. Parce que la musique est importante. Oui, la musique est importante. Donc, on est parti avec Pierre avec une ambition de créer une pièce. Comme on dit, à chaque fois, on va créer des virtuosités. À nouveau, on va inventer des nouvelles choses. Là, avec celle-ci, on est OK. Est-ce que... Parce qu'on a vu de notre connaissance, ça n'existe pas encore. Une pièce où la musique et la danse sont au même niveau. C'est-à-dire que c'est pas la musique qui est créée avec la danse, comme on peut voir avec un ballet, ou qui un peu habille la danse, ou que la danse est vraiment c'est une music visualization, où la danse est sur la musique, etc. On a dit ok, les deux médiums en même temps, vraiment au même système, aux mêmes partitions, au même jeu, même enjeu. Donc avec Pierre-Yves Massé qui a composé le côté musique et Pierre et moi qui a composé la danse, ainsi que le système qui est déployé en temps réel pour que les interprètes peuvent jouer. Donc peut-être... on peut dire que c'est autour du code génétique qui sert de base d'écriture. On peut voir le slide, parce que mes slides ne sont pas là, ils sont là, avec le ADN. Parce que je pense que ça va être... oui, voilà. Ça va être rigolo. On est à Festival Manifeste IRCAM et on peut voir un petit slide. Lise, Non, c'est bon. Comme un cours de biologie de lycée. Je pense que ça peut être un peu amusant pour un moment. Alors, donc ça, c'est un moment où on se repose des questions souvent sur le corps, mais vraiment d'une manière
profond des fois. On dit, OK, on est composé par quoi? Qu'est-ce qui est les langages? Qu'est-ce qui est des choses, des codes qui existent déjà, qui est en train de marcher dans tous vos corps actuellement? Il n'y a pas une personne ici où vous n'avez pas vos codes génétiques en train de travailler pour fabriquer des protéines. Ça, c'est une activité qu'on est tous en train de faire, même tous les organismes. Donc on s'est dit, il y a cette langage, cette code qui existe chez nous tous. Si vous vous rappelez un petit peu justement de biologie au lycée, ça pose sur 4 bases. On voit G, C, A et T. C'est des 4 bases qui codent pour tout ce qu'on voit de nous. Donc, ça c'est une source d'inspiration aussi. Une autre inspiration de la pièce, c'était un automate cellulaire créé par un mathématicien qui s'appelle John Conway, qui s'appelle The Game of Life, qui, suivant des règles très très simples, génère une espèce de pixel qui mord et qui vit. Et c'est aussi une grande inspiration pour pas mal de musiciens et compositeurs. Donc ça, c'est un peu l'origine de nos questionnements dans la pièce. Donc avec la danse et la musique, on s'est dit, OK, si on prend les bases en mouvement et on prend les bases en musique, on peut partir de là pour commencer à se parler. Musique et danse. Donc, en danse, on s'est dit on a pris les mouvements dans l'espace, on a dit que, OK, chaque fois on a un A, comme on voit dans les bases, à chaque fois on voit un A, ça veut dire qu'on a un mouvement en avant, en amont, en arrière. Pour être simple, on a fait exprès A, pour se rappeler. Donc on a A, c'est avant, en arrière. C, on a dit, c'est des mouvements dans l'axe latéral. Donc c'est des mouvements qui peuvent m'amener à droite, à gauche. G, c'est tout ce qui est sur l'axe vertical, tout ce qui peut me permettre de sauter ou descendre, la force de gravité, si vous voulez. C'est une autre astuce pour apprendre, pour mémoriser. Et T, donc on a trois dimensions. Et là, pour le 4e, on dit, OK, tout ce qui peut me permettre de changer mon axe, de changer d'un axe à un autre, autrement dit, de tourner. T, pour tourner, ça, encore une fois. On a fait exprès. Donc déjà, la tâche était assez difficile en soi. Donc ça, c'est pour la danse. Et pour côté musique, Pierre-Yves Massé, qui a décidé de faire de même, mais avec les patterns rythmiques. Donc, des noirs, des blanches, des croches. Oui, donc il a dit, les G sont des noirs, les C sont des croches. Il a fait un peu pareil que nous. Les A sont des triolets. Et les T sont les doubles croches. Donc, après, avec ces bases, on a, je ne sais pas si vous vous rappelez, encore une fois, de biologie, avec ces bases, ils ont combiné en trio. Il y a 3 bases affilées qui créent ce qu'on appelle un codon. Et ces codons aussi qui codent pour tous les acides aminés, qui créent des protéines. Bon, bref, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais donc, il y en a 64 codons. Donc, Pierre-Yves, il a composé 64 codons pour les 3 musiciens, flûtiste, violoniste et percussionniste. Donc, il a écrit 64 codons, des cellules, des codons pour les musiciens. Et de côté danse, nous, on a créé 64 codons de mouvement. Et dans la pièce, ce qui se passe, c'est par des jeux de consensus et de transformation d'un codon à un autre. On commence avec un codon qui n'est pas décidé en amont. Il y a un jeu de consensus pour trancher sur le codon. On va démarrer ce spectacle-là. Et on suit les 64 codons. Et quand on arrive à la 64e, c'est la fête. On est arrivé, on est sorti du labyrinthe. Donc c'est un peu ça, pour expliquer un peu le fonctionnement de la pièce. On peut peut-être visualiser un extrait. Yes, maybe. Avant de poursuivre l'explication et d'arriver à l'application. Allez, oui, parfait. On peut voir un petit peu. Peut-être je ça peut être plus signifiant. Donc ça, c'est une petite vidéo de pas une super qualité, mais d'une date qu'on a fait il y a quelques semaines à Toulouse. Donc maintenant, il y a Marc et moi qui sont vivants avec Maxime. On fait un codon qui fait, entre guillemets, tuer Marc. Donc Marc, il va être tout vivant et il va être plus vivant. Et ça va être... Et l'importance des cases aussi à ouais, aussi il y a des... je vais juste
finir que là maintenant, moi je suis vivante avec Saori et Mayu. Et bon, il y a tout un mouvement de qui est responsable pour faire les transformations à chaque fois. Peut-être je vais mettre. C'est-à-dire que Mayu et Saori sont en train de jouer la même chose, mais Maxime, il reste sur le précédent. Et ensuite, Philippe, il devient vivant. C'est Philippe Renard. Marc Lorimer et l'autre donc on shift d'un codon à un autre, soit par une transformation de l'ordre des lettres, et chacun, les musiciens et les danseurs, on est responsable pour la transition de comment aller d'un codon à un autre en mouvement ou en musique. Donc ça crée des nouveaux formes de musique et de danse pour aller d'un à un autre, qui n'est pas décidé en amont, parce qu'on ne sait pas l'ordre. On ne peut pas faire les transitions en amont. Alors justement, les instructions, elles sont données en temps réel. Comment le mouvement est dicté ici, en fonction de la scénographie? Donc, comme je disais, les cellules de mouvement et les cellules de musique ont été composées en amont. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on démarre avec un codon qui est joué par consensus, c'est-à-dire que chacun de nous 6 choisit une base. Disons que moi, j'ai choisi A, Philippe, il a choisi G, Maxime, il a aussi choisi A, et un autre qui a choisi G. Donc, à faire mesure, il faut qu'on comment on dit, on se met d'accord, on converge, c'est ça que j'ai cherché, on converge sur la même lettre. Et dès qu'on disait, OK, ce soir, le premier lettre, c'est G, on fait la même chose pour établir une deuxième lettre, une troisième lettre. Et là, ça nous donne notre premier codon. Et à partir de ce codon, il y a tout un processus de passer d'un codon à un autre. Et c'est là où se devient cette question de machine, à la fois la rencontre science et machine, qu'on travaillait avec John Sullivan, qui est un chercheur en Human-Computer Interaction, qui faisait une recherche, qui était un postdoc de Sarah, qui faisait une recherche sur notre travail, puis après, il est fini dans l'équipe artistique pour créer avec nous un système qui était capable à suivre le codon, le cellule, où on était à chaque fois. Donc, à chaque fois, on dit un code, on établit le codon qu'on est en train de faire, on annonce au public, aux régies, et le régie a la machine qu'on a créée avec l'aide de John, et ça affiche au sol, et aussi vous voyez au sol, et aussi vous voyez sur les carrés derrière qui reflètent la même chose. Ça affiche le codon qu'on est en train de faire. Donc, les deux, et c'est un code binaire. Et peut-être, si on peut voir le premier slide qui montre une image où on peut voir un peu les variations. Peut-être je peux mettre debout. Sans tout. Hop. Excuse-moi. Hop. Donc, on voit les premiers deux carrés, ça code un code binaire pour la première lettre du codon. Donc, dans cet exemple-là, c'est éteint, on est d'accord, c'est éteint, allumé. Le deuxième lettre du codon, excuse-moi, je reviens en arrière. Donc, la première lettre, c'est les deux carrés. Le deuxième lettre du codon, c'est les deux prochains. Et les deux derniers sont la dernière lettre du codon. Après, les codons des carrés qu'on voit tout en bas, là, ça nous dit est-ce qu'on va faire, quel type de transformation on peut faire avec ce codon. Qu'est-ce qui est encore dispo dans les 64. Donc je reviens. Donc c'est-à-dire que dans le code binaire, on a dit que qu'est-ce que j'avais dit Sarah peut déjà décoder. Si vous voulez jouer, on va jouer un jeu ensemble. Donc si vous voulez mémoriser mon petit code pour les 4 lettres, le code binaire 0 et 1, etc. Donc 0, 0. Est-ce qu'on a un 0-0 ici? Oui, il y a une interrogation écrite après. À l'issue. Ah oui, on a un 0-0. Vous voyez le 0-0 tout au bout là. Le dernier, c'est 0-0. C'est éteint, éteint. C'est T. Et c'est T. Ça veut dire T. Quand c'est éteint, éteint, T. Alors, quand c'est allumé, allumé, c'est-à-dire 1-1, code binaire 1-1, allumé, allumé, c'est égal G.
Comme glow, it's glowing, it's bright, it's glowing, the G is glowing. Ça c'est le dernier, c'est un G. Alors, compte, c'est allumé, éteint, comme le premier éteint, le premier lettre, le premier carré est allumé, le deuxième est éteint. Ça, c'est un A. Comme la première lettre de l'alphabet. J'essaie de vous donner les astuces que nous, on utilisait. Et puis, le dernier, c'est éteint, allumé, ça veut dire C. On est bon? Ouais. Alors, donc, en termes de virtuosité, on peut dire que, déjà, je me permets, Alexandre, qu'on joue sans cesse pendant 50 minutes non-stop. Donc, c'est pas 27, mais plutôt 50. Pardon, c'est une blague. Mais, donc, déjà, il y a ça. Il y a aussi les musiciens qui doivent apprendre visuellement au minimum. Des fois, ils exercent les mouvements. Mais les musiciens, ils doivent apprendre les mouvements, tous les 64 codons de nous, pour être capables de reconnaître ce qu'on est en train de faire, pour qu'on puisse être ensemble. Et inversement, tous les danseurs, on doit mémoriser et apprendre les partitions de chacun des 3 musiciens. La partition est pareille, mais par contre, c'est écrit autrement pour un violon que le percussion, etc. Donc, il y a ça qui est intégré chez nous 6. Et ensuite, il faut être capable à jouer le jeu, à suivre les règles et faire les transitions d'un codon d'un cellule à un autre. Des fois, donc on a cette machine qui nous suit, qui nous dit où on est. Et des fois, quand on fait une transformation, les machines, on dit, OK, dans ce codon qu'on fait, et des machines disent, comme un jeu, pour dire, ah non, vous avez déjà fait celui-là. Essayez encore, essayez un nouveau. Donc, il y a tout un gameplay intégré dedans pour nous dire, ah, OK, c'est bon, maintenant, il faut faire un tour pour vraiment chercher un nouveau parce que vous êtes dans un cul-de-sac. Donc, il y a toute une virtuosité, si vous voulez, de gameplay et à la fois faire ça, pas juste pour nous-mêmes, mais connecter avec vous et vous, en termes de public, pour que vous faites partie de ce jeu, que vous pouvez vivre avec nous les difficultés, les échecs, où on vraiment réussit un problème ou un bug qu'il faut résoudre entre nous, des connexions que quand je joue exclusivement avec le violon, d'avoir des petits duos, les trios, les sextets, etc. Donc il y a tout un tissu tissé d'aller d'un point A au Z. Alors, donc j'explique ça, j'expliquais et peut-être aussi le générateur de codons, si vous voulez... Oui, on fait le site. Ouais. On peut aller sur le site. Ouais. Donc, il est... Et moi, j'allais dire qu'en voyant la pièce, en la connaissant aussi à travers John, justement, les mouvements ici sont assez simples finalement, mais la virtuosité est vraiment dans la structure chorégraphique et dans toute la charge cognitive qu'il faut pouvoir assimiler pour traverser tous les codons, et en même temps être en interaction avec les autres danseurs, avec le public et avec les musiciens. Et donc, et garder une sorte de performativité et une légèreté dans ce jeu-là. Voilà. Donc, d'où la complexité de cette notion de virtuosité, parce qu'elle peut avoir lieu à différents... C'est ce que vous disiez, elle est vraiment plastique, cette notion-là. Elle s'adapte en fonction du progrès, des usages technologiques. Alors peut-être, malheureusement, en fait, je regarde l'heure, il est 20h10. Et si on va avoir un petit temps d'échange avec le public, j'aimerais quand même finir par une notion qui me semble essentielle dans cette conversation, c'est la notion de la beauté. On l'a effleuré un peu. Et ce que j'ai apprécié dans votre ouvrage, dans cette enquête, Alexandre Lacroix, c'est que, de manière un peu subjective, il me semble, vous dressez une sorte de liste de critères qui permettent de caractériser ce qu'on pourrait appeler la beauté d'un mouvement. Alors, peut-être qu'on peut projeter justement ce que vous énoncez dans ce livre, dans la danse, philosophie du corps en mouvement. Oui, alors ça, c'est en fait une petite boussole que je m'étais donnée. Je suis souvent interrogé là-dessus par les lecteurs, c'est amusant. En fait, j'assistais aux cours de danse, aux répétitions. Pendant un an, je suivais ces deux danseurs étoiles, n'étant pas spécialiste. Et j'entendais tout le temps en répétition, non, c'est pas ça, non, c'est pas bien. Ah oui, c'est bien. Et en fait, je regardais et je voyais pas toujours... Au départ, je voyais pas vraiment de différence énorme entre non, ça va pas, et oui, c'est bien. Alors, j'ai commencé à prendre des notes sur mon cahier pour me dire, mais
qu'est-ce que c'est? Et j'ai essayé de me faire ma grille de lecture. Alors, c'est vraiment à titre de bricolage. C'est-à-dire que quand vous êtes là et que vous vous dites, mais alors, quelle est la grille d'interprétation qui fait que de temps en temps, le chorégraphe dit c'est bien ou c'est pas bien? Et alors, je me suis dit, tiens, finalement, parce que, bon, moi aussi, je déteste pas les maths, non, mais c'est le... Donc, j'ai fait une petite matrice et je me suis dit, finalement, il y a 5 critères, peut-être, pour qu'un mouvement soit dit beau ou satisfait ou satisfaisant ou gracieux. Et si 2 de ces 5 critères sont satisfaits, alors le mouvement est beau. Alors, ce serait de dire, premier critère, le mouvement est difficile à faire ou même impossible pour quiconque n'est pas entraîné. Il y a en lui une épure, une économie de moyens, c'est le 2e critère. 3e critère, le mouvement est conforme à l'anatomie humaine et la met en valeur. 4e critère, il est fluide, la fluidité n'étant pas la même chose que l'épure, hein, c'est vraiment la continuité du geste dans le temps, pas de saccade. Pas de... Et puis enfin, le mouvement communique une émotion, un sentiment. Et en fait, cette grille, je me disais, mais qu'il fallait que 2 critères soient remplis, mais un 3e ou un 4e peuvent être contredits. On peut imaginer, par exemple, notamment dans le contemporain, que le chorégraphe joue sur un mouvement qui est très saccadé, donc il n'y a pas de fluidité recherchée, mais qu'il communique une émotion et qu'il soit difficile à faire, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'était une petite grille de lecture que je m'étais donnée. Ça a beaucoup fait rire les danseurs. Donc je suis modeste. Est-ce qu'ils s'y retrouvent là-dedans? Ben non, évidemment, mais ben non, ils s'y retrouvent pas parce que ils pratiquent de manière beaucoup plus empirique. Mais moi, ça m'a permis, si vous voulez, d'essayer d'accrocher mon regard sur certaines dimensions des gestes. Voilà. Mais alors, c'est un chapitre où je présente cette grille avec humour. Je fais aussi les critères pour le mouvement raté. Et pour moi, c'est un peu voilà, au second degré. Mais ce qui est amusant, c'est que, par exemple, sur le livre, il y a une revue de danse en Allemagne. Il y a un magazine consacré à la danse qui s'appelle Tanz. Ils sont venus m'interviewer. Et l'interview portait largement là-dessus. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement étonnés que je propose des critères de canon de beauté, ce que plus personne ne fait en art. C'est-à-dire ça paraît complètement fou. Audace. Et donc, ils voulaient en discuter. Mais ils l'avaient pris vraiment très au sérieux. Moi, je suis modeste dans cette proposition. C'est vrai que c'est une proposition très audacieuse. Je suis surprise que personne dans le milieu de la danse ne l'ait encore détruite. De toute façon, c'est fait pour ça, mais c'est une grille de lecture. C'est comme quand vous dites... je sais pas, dans un autre registre, j'enseigne l'écriture créative voilà, dans différents lieux, et notamment à Sciences Po. Quand vous dites, je dois noter des étudiants qui font une nouvelle. C'est un travail créatif. Et là aussi, je leur dis, voilà, j'ai une grille. Alors, oui, j'ai une grille, je vais apprécier différents critères pour vous noter. Et ils sont un peu stupéfaits. Et comment on applique une grille à une nouvelle? Si vous appliquez ma grille à du Maupassant ou à une grande nouvelle de Tchekhov, c'est absurde. Mais en même temps, c'est un outil de lecture. Voilà. En tout cas... Et donc... Toi, tu parlais de ta grille à toi. Oui, dans un slide, si vous voulez, juste pour comparer. Parce que Lise Santoro a préparé aussi une sorte de graphe, de repère. C'est beaucoup plus simple. Le 3e slide, le manifeste, que j'appelais un manifeste exprès pour... Ça c'est le nôtre, dans notre compagnie, de voir à quels extrêmes d'insister en permanence vers la précision dans un sens et le play dans l'autre, d'avoir cette tension extrême dans les deux sens, et aussi de se gronder dans une insistance en permanence de continuer à aller encore plus loin, mais en cherchant dans... Et tout ça, ça c'est une grille de mouvement, pas juste une composition, mais vraiment une façon de parler avec les interprètes, de chercher en permanence la curiosité avec ce que vous êtes en train de faire, la curiosité avec le public, mais continuer dans tous les quatre coins d'extrémité. Est-ce qu'elle est pondérée ou est-ce qu'il y a des valeurs à ces mots, ces concepts, curiosité qui doivent guider le mouvement? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que, par exemple, il y a un endroit dans le graphe où là, on pourrait dire... on essaie d'être au milieu, de continuer à chercher les extrêmes, d'aller... parce que, comme on a dit avec le Game of Life, c'est vrai qu'au tout début de la création, on est beaucoup plus concerné par les précisions parce que c'est un énorme défi. Mais à fur et à mesure de la pièce existe, on peut continuer à ajouter sur le play. Mais si on peut jouer avant le play beaucoup plus tôt, on ferait. Mais c'est une question de temporalité, de l'humain, de développement, comme aussi avec la pièce de Matzek, on dit c'est pas pour les jeunes danseurs. Donc c'est question de comment on se situe et comment on est ce jour-là.
peut-être on est fatigué. Donc aussi, c'est une façon de comment on peut se situer, de dire où je me mets. Mais en termes de nous, ce qu'on cherche, c'est de vraiment être gourmand avec ces quatre endroits. Merci Lise Santoro, et c'est vrai que je voudrais terminer par une petite note. C'est vrai que là on parle de repères, de grilles, de critères et de paramètres, alors que la danse finalement et la chorégraphie ne sont pas des arts qui s'écrivent comme la musique avec des partitions. Donc voilà, c'est un art qui est peut-être sublime en ça, qui évolue, qui se réinvente sans écriture formelle et standardisée. Alors merci à tous les trois pour votre participation à cette conversation. Peut-être qu'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas. Sur la question de la performance, de la technique, de l'hybridation art et sciences. Oui, monsieur. Vous voulez un micro? Ouais. Ah, pardon, madame, peut-être d'abord. Oui, bonjour. Bonsoir. J'avais une question, en fait, c'est deux petites questions sur l'avenir de la danse et la technologie. Parfois, en fait, j'ai des étudiantes ou étudiants et étudiantes qui me demandent quelles sont les possibilités d'étudier la danse et la technologie? Parce qu'il y a beaucoup de programmes maintenant pour l'informatique musicale, bien évidemment, mais j'ai souvent du mal à trouver l'équivalent en danse. Est-ce que vous voyez un avenir pour cela ou est-ce qu'il existe des programmes déjà? Et la deuxième question, c'était pour les personnes empêchées qui utilisent souvent la technologie avec la danse. Et la question, c'est qu'effectivement, je parlais avec Alice Shepherd, qui est vraiment des pionniers dans ce domaine avec sa compagnie Kinetic Light. Et elle disait à l'époque où elle commençait à danser, il n'y avait pas vraiment de possibilités parce qu'il n'y avait pas des professeurs aussi empêchés qui utilisaient la technologie. Donc ça, c'est une autre piste. Je demande s'il y a plus de développement dans ce domaine. Merci pour cette double question. Sarah, vous vouliez répondre? Je peux essayer de répondre. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de programme spécifique à la danse et des nouvelles technologies. Il y a pas mal de personnes qui font de la recherche et qui enseignent, mais dans des programmes soit de digital media ou des programmes justement plus orientés musique ou creative computing, justement. Et donc où la performance sera un pan possible de recherche que les étudiants peuvent faire. Mais la communauté, en tout cas autour de la danse et des nouvelles technologies, il y a maintenant par exemple une conférence qui s'appelle Movement and Computing, qui est assez active et qui regroupe pas mal de personnes autour des artistes en même temps qui s'intéressent à ces thématiques-là, mais aussi des chercheurs et chercheuses dans cette thématique-là. Et j'ai l'impression quand même qu'on est tous un peu dispersés dans différents départements qui ne sont pas nécessairement des départements thématiques, mais plus des départements disciplinaires, dans le sens traditionnel du terme, mais avec des thématiques autour de la danse et des nouvelles technologies. Et justement, dans cette communauté-là, qui grossit de plus en plus, et il y a pas mal de personnes qui travaillent sur la question de l'handicap dans la danse et les technologies et également la créativité dans un contexte comme ça augmenté, avec des initiatives avec des prothèses ou de la robotique. Etc. Et on en a vu, on était à cette conférence-là justement avec des collègues la semaine dernière, et il y avait tout un tas de collègues qui s'intéressaient à ça. Donc c'est très prometteur, et il y a énormément d'intérêt justement à travailler avec des compagnies qui sont spécialistes là-dedans. C'est vrai qu'avec les technologies qui permettent de restaurer le mouvement. Oui, ou d'augmenter, ou d'avoir des prothèses qui bougent en même temps que le corps, qui etc. suivent l'intention. En fait. Voilà, et puis où je pense également au projet d'une collègue qui travaille avec un robot qui interagit avec une personne en chaise roulante, et donc qui permet d'une certaine manière d'amplifier en fait le mouvement de la personne. Monsieur ? Oui, j'ai pas tellement de questions, mais je voulais juste quelques réflexions. Kant disait que le beau est universellement beau. Est-ce qu'il y a une danse belle qui pourrait être universelle et on oublierait la danse classique, contemporaine, etc. Et on se ferait tous plaisir à regarder des choses
partout. C'est une réflexion, c'est tout. Voilà. Sur la danse contemporaine, ce qui est, je crois, valable pour l'art contemporain en général, moi, ce que je vis et je vois, c'est qu'il y a plein de gens qui font des trucs extraordinaires, effectivement, les codons, etc., tout ça, c'est très intéressant. Enfin, c'est une démarche intellectuelle complexe, etc., structurée, etc., machin. Mais je me demande si maintenant il n'y a pas un clivage, et c'est vrai aussi dans l'art plastique, etc., entre la création et nous. C'est-à-dire que vous partez dans des trucs certes super intéressant, parce que là, quand on a une explication complexe, etc., on a le temps, on peut comprendre et donc rentrer un peu dans votre monde. Mais les 3/4 du temps, on n'a pas l'explication et on rentre pas dans votre monde. Donc vous nous montrez des trucs et nous, on se fait chier. Parce qu'on ne comprend rien. Je veux dire, voyez. Et je crois que ça, c'est un truc qu'il faut peut-être réfléchir, c'est-à-dire que la recherche, etc., c'est vachement intéressant. Hein, c'est pas, je dénigre pas du tout ça. Hein, il faut, effectivement, on est dans un monde moderne, etc., il faut avancer, il faut faire des choses nouvelles, etc., tout ça, évidemment. Mais on arrive à un moment où l'art arrive à une espèce de complexification de monde. Vous disiez tout à l'heure que chaque chorégraphe a son langage, a sa façon de faire, etc. Donc quand on ne comprend pas le langage, c'est vrai en art plastique, hein, c'est la même chose, et ben, on reste un peu sec. Donc moi je trouve qu'il y a une dichotomie entre la danse en tant que spectacle. Donc là, on est avec vous, on a une émotion, etc., tout ça, on sort, on est content, on a vu un truc super, on a vu de la virtuosité, etc., tout ça, de l'émotion, enfin, on nous a raconté une histoire éventuellement, etc., ou nous faire voir des belles choses, enfin, voilà. Et puis, les codons, qui, comme vous le disiez tout à fait, les gestes sont assez simples, etc., tout ça. Et moi, me taper les codons pendant 2 heures, je ne suis pas sûr que je reste. Mais peut-être que là, vous soulignez le besoin d'un effort didactique qui accompagne l'œuvre, oui, d'avoir des clés de compréhension. Bah oui. Comment c'est ça. Pour apprécier et puis même quand on a la clé de compréhension, après, il faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire quand on met des gens à danser sur une scène, ça sert à quoi? Là, vous avez vu quelque chose, vous ne l'avez pas ressenti sur scène. Le but, c'est quoi? Quand on met des gens sur scène qui dansent, ça sert à quoi? C'est une question qu'on peut se poser. Je me la pose, clairement. Bon, là, après, vous n'avez pas pu profiter de l'expérience sensorielle parce que vous avez vu une captation. En une seconde, je voudrais savoir si vous avez vu l'expo qui se passe actuellement à la Cité de la Musique, où on projette des images, des couleurs, etc., avec, on va dire, une espèce de pluie. Vous avez vu ça? Et quand on s'approche, les ordinateurs qui créent la pluie modifie la pluie. C'est-à-dire qu'on interagit sur la projection tout seul. Chaque personne, c'est ouvert comme ça, et on peut interagir avec la machine. Et donc, je pense que c'est vraiment dans votre domaine. Et je trouve que c'est très intéressant parce que on a une certaine gestique, on arrive avec une gestique et on s'aperçoit que notre gestique ne correspond pas à l'ordinateur. Enfin, ne peut pas faire fonctionner l'ordinateur. Donc, en fait, on est obligé de se plier. La gestique va se plier à la machine. Et une fois qu'on a compris comment la machine nous capte, à ce moment-là, on a une gestique qui peut interagir. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller. Non, j'ai pas pu. Et allez voir ça. Ouais. Je pense que ça va vous intéresser. Enfin, c'est peut-être quelque chose de primaire pour vous qui êtes dans les hautes sphères. Non, mais il n'y a pas de hiérarchie dans les méthodes. Moi, ça m'a paru intéressant. Voilà. Si vous voulez répondre à ça. Ça, ou peut-être la première question sur la notion de beauté universelle, malgré les cultures, est-ce qu'il y a des... Est-ce que la beauté, est-ce qu'il y a des invariants esthétiques dans le temps et les... C'est une vaste question que vous posez là. Oui, c'était partager un sentiment, oui, merci beaucoup. Par rapport à la deuxième question, je ne sais pas quoi dire. Moi, j'ai expliqué avec vous ma démarche, notre démarche et ce qui nous inspire pour créer des choses qui nous parlent. En fait, par exemple, la pièce était créée c'était conçu pendant le Covid. Donc, on était baignés dans les questions d'ADN et des questions de virus et des questions etc. Donc, c'était de l'actualité et c'était une question d'aussi réagir avec ce qui se passait dans ce moment. Alors après, j'explique
à vous pour profiter de parler de processus de démarche et comment nous, à chaque fois, on invente une nouvelle façon de composer. Je ne sais pas, si vous assistez les 50 minutes et ça fait chier, je sais pas, moi, c'est pas mon avis, c'est pas mon expérience en parlant avec les spectateurs qui ont vraiment vécu quelque chose avec nous, de nous suivre et aussi de voir les interprètes qui se mettent en risque, en jouant, en prenant un risque énorme de faire ce qu'on fait devant vous. Et pour moi, ça, c'est la beauté. De dire, OK, je me permets de ne pas maîtriser quelque chose à 100%, mais avec mes collègues à côté de moi et être en face de vous en disant, nous, on est humains, et on va tenter ça, et on va essayer de vous permettre de voir des choses qu'on n'a pas peut-être forcément pas décidées en amont. On vous permet de voir une partie de nous qui est vulnérable, pas très simple. On vous permet de nous voir en échec. À chaque fois, on invente une nouvelle façon de faire. On laisse tomber on va jamais retoucher des codons. J'ai entendu que ça fait chier. Mais on fait... c'est une blague. Mais donc, la prochaine pièce ça concerne des questions de les deepfakes en l'IA en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, des questions de réalité. Encore une fois, comme je disais, je peux parler que de moi-même et de ma part, mais le fait que j'ai vécu dans le monde de la danse classique qui considérait la beauté absolue et ce qu'on peut vraiment chercher, moi j'ai trouvé des limites d'expression. Je me suis dit, il y a beaucoup plus, le corps est beaucoup plus intéressant, le monde est beaucoup plus intéressant. Ce qui est à l'intérieur même de juste une partie de moi, un organe ou une cellule, est beaucoup plus intéressant de continuer à faire et cela dit, moi, je continue à pratiquer la danse classique. C'est partie de mon pratique. Je prends des cours. Je fais quotidiennement de la danse classique en termes de pratique. Mais en termes d'expression, ce que je mets sur le plateau, je crois vraiment au fond de moi qu'il y a beaucoup plus à explorer. Si des fois ça fait chier, c'est normal parce que 433 de John Cage, ça faisait chier à tout le monde tout de suite. Vous voyez, j'ai dit 433, vous comprenez. Ça faisait chier. Tout le monde disait, what is this? Stop doing this. And even 10 years later, they're like, stop. Mais ça fait chier, mais ça change des choses. Ça bouge des choses. Ça déplace votre regard. Ça déplace nous, des artistes. Ça déplace des philosophes. Ça déplace la société. Mais bon, et oui, tout à fait. Il y a une autre question. Il y a une autre question, je vous propose qu'on la prenne. Il y a 2 autres questions. Oui, mais merci pour cet échange. Moi, je trouve c'est très intéressant, cette histoire des codons, donc je vais prendre le contre-pied. Et puis surtout, je trouve c'est vraiment intéressant de dire aussi que la cuisine que vous faites pour la création, la partie cachée, avec cette complexité, elle a son esthétique aussi, mais sur scène, on n'est pas forcément obligé de la connaître pour apprécier la performance et lire ce qui est proposé. Voilà, là, je réponds à monsieur. Et ma question, c'est plutôt justement pour continuer sur cette question des codex et des codes. Sarah, vous avez parlé des codes de Laban, mais je me dis que peut-être dans d'autres cultures non occidentales, il y a d'autres formes de codes qui existent dans l'histoire de la danse, peut-être Alexandre aussi. Est-ce que vous avez peut-être des références sur ce... Alors de mon côté, je connais principalement la littérature justement en danse moderne et contemporaine et justement qui vient du classique historiquement, où ces initiatives-là de coder à travers le langage et le symbole ont été faites un peu en parallèle avec, pas en parallèle, mais suivant la logique de ce qui avait été fait en musique, en tout cas, pour créer des partitions sur papier d'un mouvement du corps. De ce que je sais de la danse qui s'est déployée aussi dans d'autres cultures, elle a quand même été principalement transmise par voie orale. Je crois qu'il y a quand même une exception que je connais, c'est quand même les textes en Inde qui sont à la base du Kathak, du Bharatanatyam, etc. Et c'est des textes quasi sacrés, en fait, qui expliquent en détail en sanskrit, en fait,
tout ce qui doit se faire dans le corps, le langage, puisque c'est un langage prédéfini, un langage presque de langage des signes qui est à la base de toutes ces formes-là, de ce qui est possible. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment une autre démarche, une démarche presque du sacré à la danse versus la démarche occidentale, labanienne, etc., de dire il y a une pratique existante et on va essayer de trouver ce qu'il y a de commun à toutes les pratiques à travers un langage universel, mais qui est finalement pas si universel que ça, qui est vraiment un langage basé sur un corps occidental qui bouge d'une certaine manière, donc sur la base de le ballet, puis le moderne et le contemporain. Donc voilà, c'est les seuls exemples que j'ai en tête. Autrement, il me semble que quand même la plupart de l'existant est sur la base d'une transmission orale. Et je pense que peut-être que tu... Oui, moi ça c'est un aspect qui m'a beaucoup intéressé. La première demande d'une écriture de la danse émane de Louis XIV. Hein, c'est à la cour du roi Louis XIV. Donc Louis XIV, qui accède très jeune au trône, est fou de danse. Il fait venir de la cour des Médicis les meilleurs musiciens, chorégraphes, scénographes, et il crée l'Académie royale de danse. Et il demande au directeur de l'Académie d'inventer un système de notation de la danse que ce directeur ne sera pas capable de mettre au point. Un autre le mettra au point, mais peu importe. C'est un moment très particulier. Certains historiens de la musique, mais j'ai compris qu'ici il y avait des gens qui connaissaient très bien la musique, disent que le propre de la musique occidentale est d'être écrite et que c'est tout à fait singulier. Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai? Je pense que c'est sans doute contestable, mais en tout cas il y a eu au même moment, c'est-à-dire à un moment dans la modernité occidentale, cette volonté d'écriture. Mais ce que j'ai observé moi au contact du monde de la danse, c'est que les danseurs ne connaissent pas ces systèmes de notation. Et pour la plupart, pour l'écrasante majorité. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que voilà un art qui a extrêmement bien résisté à toutes les formes d'écriture. En fait, une hypothèse, moi, que j'avais sans cesse en tête quand je les voyais faire, c'est que je me suis dit, en fait, c'est le dernier art préhistorique. Au sens où c'est l'art qui n'est pas rentré dans l'histoire, c'est l'art qu'on apprend du maître qui montre, qui indique le mouvement, qui corrige le mouvement, c'est gestuel, c'est physique, et ça se transmet oralement sur des siècles. C'est-à-dire que la danse classique telle qu'elle est codifiée à la cour de Louis XIV, elle a évolué bien sûr, mais il y a certains gestes, il y a certains mouvements comme l'entrechat ou je sais pas quoi, qu'on continue à apprendre à l'Opéra Garnier aujourd'hui ou aux enfants qui arrivent à l'école des petits rats. Et donc ça, je trouve ça très émouvant que nous, on a complètement perdu dans notre culture cette idée que la culture orale peut traverser les siècles. Et qu'il y a des codes ou des mouvements ou des formes d'expressivité qui peuvent traverser des siècles par la transmission vivante. Dans la danse, ça existe encore. Oui, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ton analyse et je dirais même qu'il y a quelque chose... du fait que ça reste quand même principalement une tradition orale, un peu partout dans le monde, qui en fait quand même une faiblesse, puisque donc on a moins d'archives, on a moins de documents, on a moins de possibilités d'analyse, on a moins de possibilités de développer de la connaissance de la pratique. Ce que la musique a fait très bien, ce que les arts plastiques ont fait très bien, etc. Donc la danse reste le parent pauvre ou l'enfant pauvre pour cette raison-là, puisque dans l'Occident en tout cas, il est très important de pouvoir avoir une trace tangible de l'art pour pouvoir le manifester, le transmettre, l'analyser, le connaître. Donc il appartient maintenant aux sachants, aux érudits d'écrire cette danse, de la standardiser. Bien que maintenant il y ait les vidéos qui peuvent enregistrer d'une autre manière, mais c'est vrai qu'on n'aura pas de métrique et de sémantique précise pour en faire une écriture et donc un archivage pérenne. Est-ce qu'on prend une dernière question? Oui. Bonsoir. Déjà, premièrement, merci beaucoup à vous toutes et tous. C'était une question c'est une question qui se base plus sur les mouvements technologiques du coup des années 60. Notamment, vous avez évoqué John Cage. Et moi, je pensais surtout à Yannis Xenakis, parce que vous avez aussi énormément évoqué le langage et la transmission. Et cette fois-ci, ça concernait beaucoup plus la transcription sonore. Donc, comme j'ai évoqué Yannis Xenakis du coup et la recherche justement que moi j'apprécie beaucoup, il avait créé une machine LUPIC, enfin l'UPIC. Je ne sais pas si vous voyez en quoi elle concerne, enfin elle s'agit. En gros, c'est une machine il y a une tablette graphique et n'importe qui, un enfant comme un compositeur, peut dessiner en fait n'importe quoi sur cette tablette graphique. Et grâce à un ordinateur et cette machine, ce dessin peut être transcrit en son. Et vous avez justement parlé
danse augmentée, donc du coup au début de cette conférence. J'aimerais savoir si vous saviez s'il existait justement des technologies ou des machines ou des logiciels qui pouvaient permettre justement cette transcription sonore justement à partir d'une performance ou en tout cas d'une danse. Transcription sonore ou transcription en mouvement, représentation en mouvement? Sonore. Donc là, on est passé du graphique au son, ce qui généralement est l'inverse. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, les artistes des années 1920 qui ont fait l'inverse dans leur peinture. Mais là, pour le coup, l'inverse. Donc du dessin au son ou de la danse au son. Dans la danse au son, dans la danse au son, il y a une histoire. Il faut parler à Frédéric Bévilacqua qui a travaillé beaucoup avec des techniques de sonification, et j'ai travaillé justement avec lui. Et il y a quand même une histoire, disons, de la sonification du mouvement dansé qui s'est fait en partie à l'IRCAM à travers justement tout le travail sur la captation du mouvement, l'analyse du mouvement, puis retranscrire ça ou mapper ça, comme on dit, à des qualités sonores qui correspondent ou qui rendent compte justement de ces qualités de mouvement. Donc, c'est pas des machines au sens de Xenakis, mais c'est on peut dire que c'est des systèmes ou des interactions qui permettent de sonifier le mouvement. Et ça, c'est des choses qui ont été explorées, en tout cas qui sont toujours des sujets de recherche et des sujets aussi qui amènent à des créations contemporaines. Et donc, il y en a eu pas mal, justement, à l'IRCAM. Je dirais qu'il y a eu pas mal d'œuvres qui sont nées de ça. Puis Thierry Demey, justement, qui au focus de ce manifeste, a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, justement. Et je ne peux pas m'empêcher de dire un mot par rapport aux travaux de Iselin Père, qui était là sur cette même scène il y a quelques mois pour la sonification, là pour la rééducation du mouvement. Donc là, on voit que c'est très performant. Et puis même les opérations de sonification se déploient dans la recherche, en astronomie par exemple. On traduit les flux lumineux en son et ça permet de générer de la connaissance ou des nouvelles manières de lire des mouvements célestes, etc. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci encore à vous trois, Sarah Abdili Alaoui, merci Lise Santoro et Alexandre Lacroix. Je rappelle votre ouvrage « La danse, philosophie du corps en mouvement » chez Alary Éditions. Merci infiniment pour cette intrication des esprits et merci à vous. Alors, je voulais vous remercier tous. Je voulais juste dire à madame qui a posé la question de l'UPIC, de Xenakis, si vous allez dans les sous-sols de l'IRCAM qui sont très accueillants, vous allez pouvoir tester comme un piano de gare qui s'appelle TACT. C'est une sorte d'avatar bien des années après Xenakis où vous pouvez transformer une image par une partition graphique et soit vous la transformer par le goût de l'image qui bouge, soit par la partition graphique, par la surface tactile. Donc vous pouvez faire du son et du geste tout à la fois. Et d'une certaine façon, on est arrivé à une future discussion oralité et écriture qui est immense. Pourquoi les civilisations liées à l'écriture auront une plus grande variabilité? On voit très bien que le fait de l'écriture fait que ça se transforme et l'oralité fait qu'on doit aussi préserver. Ça, c'est une évidence. Et puis aux amateurs de codons et à ceux qui ne les aiment pas, ils sont nombreux, c'est ça qui est bien dans cette salle. Je vous invite tous et toutes à tester, à voir Timelessness, qui veut dire intemporalité. C'est la nouvelle pièce de Thierry Demey, qui a saisi les percussions de Strasbourg. Ils seront là samedi. Et les percussionnistes deviennent eux-mêmes des danseurs. Alors, puisque le mouvement est à la base de leur travail. Et donc, par un focus sur leurs mains, sur leurs gestes, vous avez un vrai spectacle de danse. Peut-être que la contradiction d'aujourd'hui était autour du mot virtuose. J'ai tenté de le faire, j'ai trouvé plus réac que moi ce soir, mais j'ai tenté de le faire en disant que finalement, il y a peut-être une chose dont on devrait se déprendre un tout petit peu dans le contemporain, c'est la performance. Parce que la performance est quelque chose qui est assez mal nommé. On l'applique souvent au moment où on abandonne une maîtrise, ça devient une performance. Et peut-être qu'il ne faut rien sauver, mais il faut s'échapper tant pour la musique que pour la danse, de cette côté performance all over the world, qui est peut-être une petite tare qui nous embête. Voilà. Donc, venez à un concert de non-performance, à un spectacle de non-performance qui sera samedi dans la grande salle. Vous êtes bienvenus. Bonne soirée. Merci pour tout.